suite à la Vas-y, enchaînons. Ok. Je vous prie tout d'abord vraiment de bien vouloir m'excuser. Je ne vais pas faire paraître comme cavalier, mais je dois vraiment impérativement partir puisque j'ai un dernier train qui part à 9h et je dois impérativement partir. Donc, pour répondre à la question sur la diaspora, moi je ne crois pas que la diaspora tunisienne est différente de la communauté tunisienne partout où elle se trouve, y compris en Tunisie. Nous sommes 353 000 électeurs sur la diaspora, donc y compris notre... Donc ça fait un dixième du potentiel électoral qui existe en Tunisie. Nous vivons, et là je peux être d'accord avec celle qui m'a précédé sur ce point-là, nous sommes tous Tunisiens, fiers de l'être, et nous sommes équivalents ou la même chose, mais nous sommes un petit peu différents aussi. Nous avons des particularités en fonction de notre vie. Je voudrais, pour parler de l'immigration, vous dire que notre conviction profonde, que les frontières actuelles des partis politiques sont des frontières factices. Elles ne représentent rien. Elles ne veulent rien dire. On est en train de vivre une recomposition. Un des éléments essentiels de la période que nous vivons, c'est que toute la sphère politique est en train de se recomposer. Nous en avons un exemple ici à ma gauche, et nous en aurons, on peut multiplier ça par 10, par 15, etc. Les partis politiques sont en train il y a un foisonnement qui a existé pendant un moment, qui a fait, je ne vais pas rentrer dans une polémique stérile, mais Nahda a prêté des militants à certains partis, a fait des choses. Le seul qui tire la ficelle actuellement sur le plan politique, c'est le parti qui s'appelle Nahda. C'est eux qui font de la politique au vrai sens du terme. Je ne suis pas en train de faire leur apologie, mais c'est malheureusement la réalité telle que nous la vivons. Donc cette recomposition va appeler à de nouvelles frontières. Et ces nouvelles frontières, pourquoi je parle de ça? Parce que quand on parle de Nahda, Nahda a recueilli en 2011 1 300 000 votes. D'accord? Ceux dont les voix se sont éparpillées ont récolté 1 300 000. Nahda a eu 89 élus, les autres ont eu 0 élu. Okay? Donc c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir sérieusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui disent qu'il y a des solutions miracles aux problèmes économiques, y compris sur les questions de l'immigration, nous mentent et vous racontent des salades. Il va falloir vous mettre en tête qu'il n'y a pas de solution miracle à nos problèmes économiques. Il y a une réalité qui est une réalité complexe, qui n'est pas le propre des uns et des autres uniquement. Il y a évidemment les politiques économiques qui ont été mises en place pendant 50 ans et celles qui ont aggravé la situation pendant 3 ans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la conjoncture internationale, il y a toute une série d'éléments qui doivent entrer en jeu et avec lesquels on doit avoir une réflexion sérieuse. Et cette réflexion sérieuse ne peut pas se faire par un petit groupuscule de 3 militants, parce que les partis politiques, à la fin du fin, actuellement, ce sont 3 ou 4 leaders qui décident de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut écrire, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire, et puis les autres qui suivent. Et je crois que ce soir, on a eu un exemple. Donc il faut maintenant passer à autre chose. Il faut réfléchir en termes de convergence, de gens qui réfléchissent ensemble, qui créent des réseaux, qui réfléchissent sur des solutions sur le long terme. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons besoin d'un État stratège. Tous les États à travers le monde sont en faillite. Toutes les conceptions, qu'elles soient des conceptions communistes, libérales, néolibérales, tout ce que vous voulez, sont en échec. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un État stratège qui réfléchit en termes très précis. Nous devons réformer le secteur public de notre pays. Nous devons rénover l'entreprise privée. Et nous devons donner sa place au tiers secteur. Et c'est dans ce cadre-là que l'immigration peut jouer son rôle, que les diasporas peuvent jouer leur rôle. Nous limitons, et je m'arrête là, nous limiterons à proposer quelque chose de simple. C'est de mettre en place
des conseils consulaires. Pourquoi les conseils consulaires? Des instances de concertation où la diaspora peut s'exprimer, peut apporter sa contribution, pas de manière factice. NADA et la Troïka nous ont proposé un haut conseil pour l'immigration. Sauf qu'on nous a créé une usine à gaz dans laquelle il y a, je ne sais plus combien de représentants par pays. Par exemple, pour la France, je connais le chiffre, 63 représentants qui sont, on ne sait pas comment ils vont être élus, désignés, etc. Donc on a reproduit, on est en train de reproduire le schéma RCDiste en le colorant avec Narda Troïka et Takata. Ça, il faut arrêter avec ça. Voilà, désolé, merci pour votre tolérance de me laisser la parole. Je souhaite à tous bonne chance à ces élections, parce qu'après tout, on doit se respecter nos points de vue, quels qu'ils soient. Et je crois que la meilleure solution, c'est de prendre le bulletin numéro 6 et de le mettre dans le bulletin de vote, dans la boîte. C'est la solution la plus adaptée. Merci à tous. Point de vue. C'est un point de vue. Merci. Merci. Alors, attendez, est-ce que je peux poser On n'a pas terminé, une petite question de 30 secondes à monsieur? Oui, avant de partir, il faut qu'on passe de 30 secondes. Tout simplement, vous avez donné deux chiffres, monsieur, 1 300 000 et 1 300 000. Et on a vu le résultat de disperser les voix qui sont perdues. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer le jeu en faisant une petite liste indépendante comme ça? Absolument, non, ce n'est pas une petite liste, c'est une liste qui a toutes ses chances pour avoir un député à la prochaine assemblée du Parlement, enfin, mais ce qui m'importe le plus, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'on est dans une dynamique de recomposition, c'est-à-dire que sur un certain nombre, nous croyons fermement qu'il y a maintenant une dynamique transcourant qui va dépasser les partis politiques, qui va dépasser les boutiques et les frontières. Et je pense que nous pourrons, je peux dire très concrètement là, dans ce que a dit monsieur à ma gauche, j'ai très peu de points de divergence. Il y a des choses sur lesquelles on peut converger sans problème. Donc il faut qu'on se donne cette possibilité-là. Si vous votez utile, comme ça a été dit, vers une liste unique, nous aurons une reproduction à l'identique du schéma RCD NAD. Voilà. Excuse-moi. Non, s'il vous plaît, je veux dire, mais c'est très correct de parler. Non, je suis désolé. On ne saurait pas. Pour la police des débats, il faut vraiment qu'on puisse conclure. Et alors, vous pourrez faire vos remarques. Non, parce que ça me concerne, mais c'est ça. Je vous remercie de votre compréhension. Je lui laissais la parole, mais en fait, si j'avais su qu'elle allait parler de cette façon-là, j'aurais préféré parler d'abord. Merci. Désolé. Je reviens aussi sur certains points qui ont été dits par notre camarade tunisienne. C'est surtout, je vous demande si vous vous rappelez, quand on parlait de on va passer la loi telle et telle, il y aura un bain de sang. Il y a quelqu'un qui sort à la télé, qui montre sa tête, voilà, il y aura un bain de sang. Vous vous rappelez, comme par coïncidence, il y a soit un décès d'un politicien, soit il y a des terroristes. Donc on sait maintenant le terrorisme, où est-ce qu'il vient. Moi je trouve que les Tunisiens, ils ont fait une très grave erreur. Moi je n'étais pas présent lors de la révolution à Tunis, je n'ai pas pu vraiment participer physiquement. Mais la plus grande erreur qu'on avait fait en tant que Tunisien, c'est de laisser Sepsi tenir le pouvoir pendant 1 an. Ce que Sepsi a fait pendant 1 an, c'est vraiment très catastrophique pour l'économie du pays. D'abord, il a fait tout un nettoyage, mais surtout c'est pour son compte à lui, c'est-à-dire tout ce que ses amis, tout ce qu'ils doivent de l'argent, des chèques, tout ce qui est des dossiers. Son père a fait la même chose. Peut-être. Mais si vous me ramenez la preuve, exemple. Le frère de Dave, il a la voiture de fonction donc, et il a beaucoup de après, le problème, c'est que toujours des informations sont comme ça, mais on n'a jamais des preuves. Pour eux, il n'a pas fait ça. Non. Après les débats avec le SAL, ça va une année. Je reviens pour la diaspora. Comme j'ai dit, moi, on souhaite apporter des solutions. Et pour moi, il y a 2 partis en Tunisie. Il y a un parti pour la révolution et un deuxième parti contre la révolution. Oui. Je suis tout,
d'accord pour écouter, pour parler avec toutes, c'est-à-dire avec tous les partis qui sont avec la révolution. On a fait une révolution, donc on doit la respecter. Et pourquoi elle a été faite? Bien sûr pour le chômage, pour la pauvreté et tout ça. Et surtout pour la dignité. Je pense que maintenant, le deuxième parti qui est contre la révolution, c'est un parti qui est constitué par les RCD et par des opportunistes et surtout des hommes d'affaires. Maintenant, on doit savoir d'où est-ce que ça vient leur financement. Moi, je me pose la question, mais je vous laisse chercher vous-même la réponse. Concernant la diaspora, maintenant, tous les partis peuvent donner un programme. Mais est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut réaliser de ce programme-là? D'abord, c'est une richesse pour la Tunisie. 1,5 million ou presque 1,5 million de Tunisiens à l'étranger peuvent vraiment contribuer pour le développement de la Tunisie. Mais aussi, les Tunisiens attendent, non seulement ils ont des devoirs envers leur patrie, mais aussi ils ont des obligations envers la Tunisie. J'avais parlé tout à l'heure de mettre en place une banque pour les Tunisiens, pour les investissements, qui, c'est-à-dire au lieu de, exemple, mettre dans un épargne ici en Belgique, on peut aussi mettre de l'argent en épargne en Tunisie. Ça permet de aussi bouger, avoir plus de liquidité pour certains projets. Pourquoi pas participer dans des projets directs. Je parlais aussi de l'ambassade électronique, c'est-à-dire ça facilite dans certains pays, parce que notre circonscription ne concerne pas que la Belgique, il y a dans d'autres pays qu'il n'y a pas de représentants consulaires ou encore ils sont assez loin pour pouvoir juste changer une carte d'identité ou changer un passeport. Donc, faciliter et utiliser la technologie pour faciliter tout ceci, je pense que ce sera une très bonne idée. Donc, je pense que les Tunisiens, s'ils veulent vraiment aider leur pays, peuvent le faire. Maintenant, comment le faire? Eh bien, il faut toujours travailler pour mettre une infrastructure et mettre les outils nécessaires pour que chaque personne serait capable et serait la bienvenue pour aider la Tunisie. Merci. Je vais essayer de répondre à la question, et parce que je n'ai pas eu le temps aussi de répondre au volet économique et social, donc je vais essayer de répondre à la diaspora, mais aussi un peu un petit volet sur le volet socio-économique. Aujourd'hui, en tant que père de famille, qu'est-ce que je demande pour les députés, pour qu'ils m'aident? Qu'est-ce que je demande en tant que père de famille résidant à l'étranger? Moi j'en ai marre de payer des fortunes pour entrer en Tunisie. Donc je demande que ce projet de Open Sky, c'est-à-dire que ouvrir l'espace tunisien, qui soit plus le monopole de Tunisiens, comme ça je peux choisir, pas que sur les charters, parce que vous ici en Belgique vous avez des charters, mais il y a d'autres pays où le charter n'est plus aussi développé, ou bien il est sur des aéroports qui n'est pas très confortable pour les clients. Donc on demande qu'on libère, mais on garde avec les bonnes règles l'open sky pour que je paye plus des fortunes pour rentrer en Tunisie. Le deuxième point assez factuel, aujourd'hui, moi quand je veux amener mes enfants à apprendre la langue arabe, il n'y a pas à part peut-être vous ici en Belgique, mais un peu en Amsterdam, mais dans d'autres pays, il n'y a pas de culture, il n'y a pas un support pour pouvoir amener mes enfants le samedi pour apprendre l'arabe et apprendre notre histoire. Et ça, c'est quelque chose qui va relier la deuxième et la troisième génération, sinon on va perdre cette deuxième et troisième génération qui va peut-être... Aujourd'hui, moi je vais amener mes enfants en Tunisie, mais qui me dit que ma fille va amener mes petits-enfants en Tunisie, etc. D'où la deuxième et la troisième génération. Qu'est-ce qu'on veut pour la deuxième et la troisième génération? Quel est le lien? Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui le font. Si vous regardez l'exemple du Portugal, le Portugal a instauré des relations, signé des accords avec les autres pays européens où les ouvriers, les travailleurs portugais peuvent, tout en vivant au Portugal, avoir la retraite, la santé. Donc il y a aussi créé des liens pour que post-retraite, il y a la deuxième et la troisième génération peut revenir en Tunisie à avoir un cadre digne. Et aussi, aujourd'hui, si on a des problèmes de
الحراقة في لندres et des immigrés clandestins, ils vont pas au consulat et ils vont pas à l'ambassade pour demander une assistance juridique. Aujourd'hui, c'est les associations, parce qu'il y a toujours une peur. Il y a toujours une peur, parce qu'on a toujours une peur que le consulat ne va pas défendre ces gens-là de façon sereine, ils vont les mettre dans le premier avion. Il y a eu cette peur-là. Donc c'est ça Aujourd'hui, il y a un autre point de vue relation, les étudiants. On a toujours envoyé les Bac Plus de Tunis à l'étranger. On a rarement envoyé des gens sortis de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous manquons, par exemple, de beaucoup d'expérience en... je prends juste un exemple, parce que m'est arrivé dernièrement de voir le dossier, par exemple de la soudure industrielle. Un des projets qu'on n'a pas pu gagner en Tunisie parce qu'on n'avait pas pu trouver, et ce n'était pas un nombre exorbitant, on parlait de 40 ou 50 soudeurs professionnels industriels, je ne parle pas de la. Donc il faut aussi arrêter cette vision, envoyer les formations professionnelles pour dynamiser ces. Donc, pour nous, notre programme, en tant que Parti démocrate socialiste, ce que nous on veut, et là je conclue sur le volet économique, parce que une fois qu'on a mis en place les institutions, une fois qu'on a mis en place les libertés d'expression, la presse, ça, le vrai facteur, tout le monde va se mettre autour d'une table et on va décider quelles sont les priorités pour la Tunisie pour les 5 prochaines années. Et nous, on va se battre, et si vous nous donnez notre voix, on va se battre pour un grand chantier, c'est la justice fiscale. Tout le monde en parle, mais quand je vois en Tunisie que des gens gagnent des milliers, des milliers, des milliers, et ils disent « Oh, mais je paye 800 dinars », alors que je sais très bien qu'ils gagnent 30 000 ou 50 000 dinars. Et ils trouvent que c'est anormal qu'ils payent même pas à 10 ou 15% que nous aussi, quand vous êtes à l'étranger, vous êtes habitués à payer ce genre de pourcentage. Donc la réforme fiscale, la douane, c'est les deux clés de la réforme économique. Et comme l'a dit André, le contrat et on va dire, le vol de la TVA, de la perte, c'est-à-dire tout ce qui ne passe pas par l'État, coûte entre 2 et 3% de PIB. Si on se concentre tous sur ces 2-3 points, il y a déjà de quoi réamorcer la pente pour qu'on puisse investir sur les projets d'infrastructure à l'intérieur. Parce que essayez de faire un projet au fin fond de la Tunisie. Vous aurez du mal à attirer les cadres, vous aurez du mal à attirer les investisseurs parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'infrastructure, on ne parle pas de culture ou de cinéma, etc. On va chercher l'argent avec des réformes fiscales et arrêter la corruption et améliorer l'administration, et on va les dépenser, les injecter ce sang-là dans les régions pour faire tourner la vie. Et nous, on espère que tout le monde va s'allier à cette vision-là. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis venu vous exposer ça. Il faut arrêter de voir que le monde, c'est une idée, on a. Il faut donner la chance à des gens qui ont un vrai programme, qui ont des compétences et qui, chaque fois, ont eu le courage, même si c'était pas évident, de se battre et de mettre en place les réformes et les pas qu'il faut pour mettre en place une démocratie. Je ne vais pas parler de notre tête de liste. Donc vous avez les flyers et vous pouvez regarder son CV sur Facebook, il est public et elle n'a rien lâché. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors la dernière intervention pour vous donner la parole, mais je précise tout de suite que ça doit être une intervention très courte parce que le temps de parole doit être équitable. C'est Antoine Delous. Bon, quand même. Donc 2 points. Le premier point concernant justement la politique vis-à-vis de la communauté tunisienne à l'étranger. Et deuxième point, la place de la Tunisie dans le monde. Premier point, je vais partir de l'exemple donné par mon prédécesseur concernant l'Open Sky. Je vais partir par là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'est trop facile de dire, voilà, puisque Tunisair, c'est cher, liquidons Tunisair et ouvrons les portes aux autres. Voilà. J'ai pas dit ça. C'est l'Open Sky. Non, j'ai pas dit ça. C'est l'Open Sky. C'est l'Open Sky. Or, justement, si on parle de l'Open Sky,
parce que c'est cher, la Tunisair, parce qu'on n'a pas fait le nécessaire avec Tunisair, parce qu'on n'a pas demandé des comptes à ceux qui ont dirigé Tunisair jusqu'ici. On n'a pas réformé Tunisair comme toutes les autres sociétés publiques. On ne va pas le liquider parce qu'on veut cacher les voleurs. Premier point. Deuxième point. Si vous n'avez pas une politique économique à long terme qui décide de l'orientation à prendre, c'est-à-dire est-ce que vous allez continuer à ouvrir les portes pour concurrencer le national, ou bien vous allez protéger le marché national, mais avec d'autres critères, avec d'autres exigences, etc., c'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. Ou bien vous faites une économie nationale indépendante qui compte sur ses propres forces et donc essayer de trouver des solutions à long terme, ou bien répondre au plus vite, cassant ce qui existe et ouvrant la porte aux autres. C'est l'exemple typique de réponse. Non, pour nous, ce que nous demandons, c'est que l'administration des consulats soit au service du citoyen, c'est-à-dire contrairement à ce qui se passait au temps du Destour, pas seulement Ben Ali, Ben Ali et Bourguiba aussi. C'est la même chose, c'était la même chose. Deux, il ne faut pas que les représentations diplomatiques soient au service de la police du pays d'accueil, comme c'était le cas jusqu'ici. Oui, c'est-à-dire il y a une collaboration de police. Celui qui est en séjour illégal, hop, on demande un laissez-passer et il est contraint à partir. Alors que le pauvre, il s'est mis dans la merde et il a vendu un terrain pour pouvoir prendre une place dans une barque pour pouvoir arriver à Lampedusa. Et ces messieurs-là, au consulat, on veut appliquer, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire admettre ce qu'on appelle le partenariat sur la mobilité qu'on a discuté ici et qui consiste à quoi faire, c'est-à-dire faire de nos consulats, c'est-à-dire un auxiliaire de police du pays d'accueil. Et que la frontière européenne soit gardée par, c'est-à-dire nos gardes frontières à nous, c'est-à-dire les Tunisiens et les Libyens, etc., gardent la frontière européenne. Non. Ça, non, on a dit non, toute la communauté a dit non, et on continue à le faire. Et tous les gouvernements subsidiaires, Nahda et Jama'a, ils continuent à faire la même chose. Nous ne sommes pas d'accord. Troisième chose, la représentation. On vous dit, oui, mais on ne peut pas comment faire pour constituer le conseil de l'immigration, comment, est-ce que par cooptation, est-ce que par élection, etc. On a longuement discuté dans notre communauté et on a décidé qu'effectivement, il faut majoritairement par les élections, mais avec des tempéraments. On peut discuter pour qu'un parti n'arrive pas à, c'est-à-dire dominer le conseil, par exemple, en pondérant, c'est-à-dire au niveau des élections, en pondérant le nombre maximum qu'un parti peut avoir, ou d'une association peut avoir. On a discuté longuement cela au sein des associations, que ce soit ici en Belgique ou bien en France, et il y a moyen de trouver une solution à cela. Et l'essentiel, c'est que nous imposons nos choix, c'est-à-dire avoir la voie claire, c'est-à-dire démocratie, liberté, représentation réelle, défendre les intérêts de notre communauté. Si on a cela en tête, tout le reste devient de la technique. Donc, ça, c'est le volet communauté. Pour la place du pays dans le monde, écoutez, un seul mot qui concerne le terrorisme. Je ne suis pas pour l'adhésion de la Tunisie au Front international contre le terrorisme. Ce sont ceux-là même qui ont créé le terrorisme, qui veulent créer ce front-là. Les États-Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite et compagnie, ce front-là, c'est ce front-là qui a créé le terrorisme dans notre pays à nous, par l'intermédiaire de leur, disons... Et votre solution? Ma solution, c'est lutter, c'est-à-dire par la police et par l'armée contre les terroristes, ça c'est clair,
Mais résoudre les problèmes, comme l'a dit mon prédécesseur, du chômage, ce sont ces jeunes-là. Écoutez, il y a les salafistes ou les terroristes sont trois groupes. Il y a un groupe effectivement de véritables, c'est-à-dire obtus en matière de religion, mais il y en a un autre qui sont plutôt ceux qui ont été libérés par Marzouki et qui ont repris le travail, mais avec des bardes, etc. Et ils ont repris exactement la même chose. Jihad al-Nikah, c'est des proxénètes qui utilisent la même chose. C'est exactement la même chose. Et trois, un autre groupe, c'est le groupe c'est-à-dire les agents des différents services secrets. C'est là le conglomérat des terroristes. C'est là. Si on doit lutter contre les trois. Merci Mohamed Ellouz, merci à tous. Merci surtout à vous pour votre patience. Donc chacun a eu l'occasion d'exprimer ses analyses, ses propositions. Donc merci infiniment d'avoir respecté chacun dans son temps de parole. Maintenant, la parole est à vous. Et je me permettrai maintenant de limiter très fort à 1 minute à chaque fois la réaction du panel avant de conclure parce qu'il est déjà pratiquement 9h15. Monsieur, vous avez la parole. Merci. Non, je suis professeur, je parle très fort, il n'y a aucun problème. Je commence donc une petite remarque avec Madame de Nidatoun. Je n'ai rien contre la personne. Comme parti politique, vous dites ce que vous voulez, mais vous m'avez provoqué. Ce n'est pas en parlant de Nidatoun, je m'en fous. Je considère ça comme un parti de contre-révolution, oui. Mais vous m'avez provoqué lorsque vous avez dit celle de Tajamouri, elle a le gel. Ça, vous m'avez provoqué. C'est pour cela que j'ai réagi. Voilà. Donc comme police, peut-être c'est possible. Lorsque personne n'ouvre pas la bouche, dans cette salle-là, on a invité Marzouki comme défenseur des droits de l'homme pour faire une conférence en 2005. Les mouchards de l'ambassade et de consulat sont venus et ils nous demandaient nos noms partout, de Tajama. En 2005, lorsque personne n'ouvre sa bouche. Walid El-Banen, il était ici à Liège, il n'a même pas pris la peine de venir. Et lui, il est un opposant. Enfin, revenons maintenant ici d'un mot lorsqu'on a dit, le monsieur de CPR, il dit que c'est Sepsi qui a envoyé, c'est Sepsi qui a fait, je vais défendre Sepsi maintenant. Voilà. C'est Sepsi et son gouvernement, c'est lui qui a mis Zoueri, El-Khalel et tout ça à la prison. C'est lui qui a mis 600 ou 700 corrompus d'hommes d'affaires à la prison. Et c'est vous qui vous a libérés. C'est vous qui ont libéré ces corrompus-là. Terminé. Monsieur Zewia, ministre de Zetacateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, c'est vrai que, et j'ai pris ces informations de lui, c'est ceux qui les ont mis en présence, etc. Mais leur dossier, il était vide, ceux-ci, il n'a pas fait. Ok. Et là, ceux-ci, peut-être il a des relations, peut-être il veut donc les libérer au ciel. Je n'ai aucune confiance. Je considère comme ça la contre-révolution aussi. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans, monsieur Zewia? Monsieur Takateur, si ceci il a mis des dossiers vides pendant 2 ans, pourquoi vous ne l'avez pas rempli, même avec 2 petites feuilles, monsieur? J'ai finalement une petite question donc à monsieur Ellouz, parce que Nidatoun, ça, je considère la contre-révolution, je n'ai rien à poser, etc. CPR et Takateur, ce sont les complices qui ont permis à un Nava d'être un monstre et de permettre au Tajama de revenir. C'est Nava, le 9 avril, qu'on n'a pas vu ça même sous Ben Ali. Le 9 avril, une manifestation et il y a des gens, des civils qui sont avec des bâtons et qui frappent les manifestants. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le CPR, monsieur Takateur? On n'a même pas vu ça pendant Ben Ali, que des milices et des centaines de miliciens qui frappent les manifestants. Donc pour moi, de toute façon, Takateur et le CPR sont 2 partis qui sont en voie de disparition après les élections. Ma question c'est à M. Ellouz et malheureusement la personne qui est partie. On a une monnaie par 2 faces, représentée par Nava et Nidatoun, qui sont la contre-révolution. Qu'est-ce que vous avez fait, vous autres, pour rassembler toutes les forces vives, pour pouvoir trouver une balance
et pouvoir contrer ceux qui ont malheureusement déjà volé la révolution des Tunisiens. Alors, les deux questions sont très claires. Alors, monsieur, avec son pull, voilà, on répond ou après, à la fin. En fait, je vais essayer de bien m'exprimer. Sans deux petites remarques, en fait, ce que je vois de M. Mohamed Delousse, c'est pas, en fait, c'est que des attaques pour les autres partis politiques. Et la deuxième, si comme je suis un jeune Tunisien, des programmes électoraux à ce niveau-là, franchement, c'est mieux. Et surtout pour monsieur de CPR. Est-ce qu'il y a une question? Non, c'est deux remarques. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir? La question, c'est pour le CPR et CAP. Le pays est destiné à être gouverné par un consensus et encore ressemblera à la Tunisie dans 5 ans. Une question aux deux représentants, CPR, Takatoui. Ça va. D'autres questions dans la salle? Je ne vais pas, par contre, je ne vais pas épargner M. Lous, parce que Ouafet était toujours dans le groupe CPR Narda, et donc il n'a pas voté la Constitution, et il a voté contre justement la loi antiterroriste. C'est lui qui a qui a essayé de la temporiser, de parfois la repousser. Et donc, ma question à lui, elle est plus, je dirais, technique que pour ça, mais je lui fais juste la remarque, c'est qu'il dit qu'il en a marre du FMI et que, je l'entends bien, on a fait les mêmes combats souvent ensemble. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire alors à la place? Je l'ai vu. Deux secondes. Une question brève, comme je ne prends pas beaucoup de temps, si vous permettez. Si on a un troisième, mettez-la avec. Ça, on fait tout d'un coup. Est-ce que nous avons besoin de fixer la sécurité pour fixer la situation politique? Voilà, ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Alors je vous propose que ce soit vraiment la dernière intervention, il est 9h-10, et puis ensuite s'il reste des choses que vous voulez clarifier, on le fait autour d'un verre avec l'ensemble culturel arabe. Alors je vais commencer par donner la parole je pense à ceux qui sont interpellés directement. Donc les deux premiers à être interpellés, c'est le CPR et Takatoui. Donc alors, la première question, c'est celle qui est formulée par monsieur sur les dossiers des gens septième, des gens prisants, avec des dossiers qui apparemment n'étaient pas assez. Et on les a fait sortir. Comme je l'ai dit au sein de mon intervention, jusqu'à ce jour-là, je ne crois pas, c'est-à-dire on n'a pas encore un système juridique propre et figé. Nous, on a voulu passer par la justice transitionnelle et avoir la loi de la justice transitionnelle pour pouvoir juger une fois pour toutes de façon propre et pas de façon, dire, la chasse aux sorcières, mais de façon complète ces gens-là. Et ça, j'y crois, et ils vont sûrement y revenir. Et j'y crois, et j'espère. Sur le deuxième, le 9 avril, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Je suis d'accord avec vous. Nous, quand on a fait le choix, et la décision, on a pris le poids de rentrer au Troïka, avec les CPR, c'était pour passer du point A à point B. On n'a jamais partagé les mêmes valeurs avec le NARD. Et on a beaucoup battu avec eux en intérieur. Et on a laissé beaucoup de pubs. Et une des choses que peut-être, c'est qu'on a réussi plus ou moins un peu à la première phase de démocratisation de NARD. NARD est rentré en force avec le bulletin de 37% qui lui donnait un ego monstrueux. Nous, on n'était pas assez tapés on avait des divergences pour s'étaper pour pouvoir la contrer sur tout, mais on s'est battu. Mais je vous accorde qu'il y a eu des dépassements et le 9 avril était 11.
en force. C'est vous là que vous l'avez gonflé. Non, on n'a pas gonflé. Vous lui avez donné Non. Vous avez l'impression d'être un monstre. Je vous assure. Et vous l'avez laissé faire. On n'a pas laissé faire, on s'est battu de l'intérieur pour qu'elle revienne. Et aujourd'hui, Narva, pourquoi un des raisons que vous voyez, ils ont retardé leur congrès parce qu'ils se sont tellement posés. Maintenant, Narva, c'est Narva. C'est leur problème. Non, non, c'est un parti comme ça. J'espère que pendant 2-3 ans, si on continue à le pousser, il va peut-être se séparer en 2-3 tendances et on aura la tendance à un vrai parti démocrate et les autres qui sont démocrates. Jamais On espère. Le deuxième volet sur le Il consul. faut interdire les partis qui ont une connotation musulmane ou religieuse ou quoi. Ça, si on veut une démocratie, c'est la première chose qu'on doit faire. C'est interdire. Je suis d'accord avec vous que la ligne temporelle, la religion doit se séparer à jamais. Sur la question du Louis Ferre, le consensus et comment on voit la Tunisie dans les 5 prochaines années. Nous, on a toujours demandé, on a toujours dit actuellement, depuis 2011, quand il y a eu les premières élections, il y a tellement de chantiers, il y a tellement la situation de la Tunisie est une situation assez difficile, on doit tous se mettre autour d'une table, et les gens l'appelaient gouvernement international, gouvernement d'union nationale, etc. Nous, on voit toujours, après les élections, que les 5, 6, 7 partis, ou les X partis, qui vont avoir plus que 4-5 sièges, se mettent, et qui partagent les mêmes priorités, c'est-à-dire la justice, la dignité, les mêmes, comment on va faire tourner la roue économique, ces 3-4 points. Ces gens-là doivent se mettre d'accord autour d'une table et gouverner et donner une vision sur les 5 prochaines années. Et ça, moi je suis assez optimiste, et ça j'espère que tous les partis, et puis même Nider, Narda qui essaye de faire croire tout le monde qu'ils sont opposés, etc., ils commencent à avoir des déclarations, oui on va gouverner avec l'autre, oui on va gouverner avec l'autre. Donc, cette flambée électorale, tout le monde de 27 octobre, Charles, se mettra autour d'une table et on prendra le meilleur de la Tunisie pour aller vers les 5 prochaines années. Moi je suis sûr, quand on se met d'accord, les cadres, combien il nous faut de cadres pour amorcer, pour faire tourner la Tunisie? C'est pas moral. On a 15-25 ministres avec 10 bons cadres, 250. On a 256 Montamdir, 256 Montamat. On a 140, à peu près 140, 150 entreprises tunisiennes, 2-3 cadres, on parle de 1000 cadres. On a ces compétences-là à Tunis. On les a. Donc arrêtons le clivage politique et mettons ces 1000 cadres aussi, ces 1000 compétences autour d'une table. Les politiciens se mettent, disent voici le programme, les 5-6 lignes à exécuter sur les 5 prochaines années et mettons-nous d'accord sur les 1000 personnes ou les 1000 ou 1500 personnes qui vont amener la Tunisie du 26 octobre 2014 au 26 octobre 2019. C'est ça comment je vois les choses. Et j'espère que, et on va se battre pour cette vision. Le dernier point, est-ce qu'il vaut mieux fixer la sécurité pour fixer la situation politique? Moi je crois que c'est le politique qui nuit à la sécurité. C'est le niveau. Et je peux vous dire ça, moi j'ai jamais fait de politique avant 2011. Et je vais peut-être m'arrêter un jour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être m'arrêter un jour parce que... C'est malheureux. Non, c'est pas ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que la démocratie et les institutions de décision soient mises en place, c'est ça qui m'intéresse. Malheureusement, le deuxième, on est passé par 23 ans de désert politique. On n'a pas formé de deuxième volet de cadre. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, tous les partis, tout à l'heure, le monsieur a dit qu'il y a 3-4 personnes qui décident, etc. Parce que ces gens-là, le deuxième volet, les cadres, les jeunes, etc., ils ont eu quoi 3 ans, 4 ans pour s'exercer à la politique. Et moi, aujourd'hui, je dis que je ne sais pas faire de la politique. Moi, Ne vous mettez pas au premier plan, alors. Apprendre à faire la politique et à être un militant. Il y a des milliers de Tunisiens qui ont passé la moitié de leur vie dans les prisons pour lutter pour la démocratie et la liberté en Tunisie. Ils sont où, ces compétences-là? Alors, moi je vous dis, aujourd'hui, ces compétences-là, ils sont dans le parti, mais il leur manque un peu de maturité politique. De maturité, alors,
il y a une différence entre pouvoir faire... Le gouvernement, c'est une maturité politique aussi. Non, on a pris... C'est vraiment lamentable. On a pris... Lamentable. Qu'est-ce qui est lamentable, excusez-moi? La politique du Troïka, c'est la pays totale. Hein. C'est l'échec. Ils sont sortis avec l'échec. Je crois pas que... Alors, vous, c'est votre vision d'échec total. Moi, c'est dire c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a des aspects... On est passé du 23 octobre au 26 octobre. Il y a une constitution qui est consensuelle. On va passer maintenant à l'étape suivante. Je crois que ça, c'est un bloc pour monter... Monsieur, ça, c'est pas grâce à vous. Je dis pas que c'est pas... n'est pas grâce à vous. Non, c'est la société civile et surtout les phases. C'est toutes les personnes... Et encore moins le CPR. C'est ce cadre-là qui a permis... C'est toutes les... Alors, conclusion pour revenir. Est-ce que fixer la sécurité pour fixer la situation politique? Non. Moi, je dis qu'il faut fixer avoir on va dire un équilibre politique entre les différents partis. Il ne faut pas qu'il y ait tout de suite on va dire une force qui accable la Tunisie vers un côté ou un autre. Il faut trouver un équilibre et il faut trouver des partis pondérants qui vont pondérer. Et une fois que c'est là, la sécurité avec les bonnes intentions. Merci. Merci. Alors, je voudrais vraiment vous demander de vous discipliner parce que le débat était riche, mais il a été aussi très long. Et donc, de vous discipliner pour faire vraiment des réponses synthétiques. Soyez synthétique, c'est la meilleure manière de convaincre. Soyez très synthétique. En 1 minute, 2 minutes, pour exprimer vos arguments. Bon, on m'a posé 4 questions, je vais répondre très très brièvement. Qu'est-ce qu'on a fait pour unir, donner l'alternative? C'est vrai, vous avez raison. Moi, personnellement, j'ai essayé. J'ai écrit un texte dans ce sens-là. Je l'ai même passé à d'autres partis et je n'ai pas de réponse. J'ai essayé même de constituer une liste unie à l'étranger et j'ai échoué. Donc, j'ai dû me résoudre à présenter une liste partisane, ce qui ne me plaisait pas, mais voilà, c'est la réalité, c'est le niveau arrivé de la classe politique tunisienne. Chacun a une boutique, une défense à boutique. C'est catastrophique, c'est mortifère. Voilà, c'est la réalité. On va payer cela après le 26 octobre. Deuxième chose, alternative à la FMI. Oui, j'ai une alternative, une alternative même chiffrée, si vous voulez. Je n'ai pas pu développer cet aspect-là parce que je n'ai pas seulement critiqué, comme il a dit monsieur, la politique économique du pays tout au long de l'histoire depuis l'indépendance. J'ai des alternatives à faire, même chiffrées, et il n'y a pas de problème. L'essentiel, ce sont le problème de choix politique avant tout. Troisième chose, on m'a dit que vous n'avez pas voté la Constitution et vous n'avez pas voté la loi sur le terrain. C'est tout à fait faux, malheureusement. Effectivement, pour le vote de la Constitution, on avait à l'époque, je crois, un groupe de 9 personnes. Il y avait 2 qui se sont abstenus. Et je vais vous dire pourquoi. Un, qui est Klili de Matir, il s'est abstenu parce qu'il a fait un amendement pour écrire d'une manière claire 2 choses, l'unité arabe et le tajrim al-Tawbiya, criminalisation de l'organisation avec l'État sioniste. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'est abstenu. Il y a, Raouf Laïdi effectivement s'est abstenu, pour 2 raisons aussi. Une raison, tajrim al-Tawbiya, parce qu'on n'a pas mis cela, et 2, parce que, au niveau, quand on a discuté la liberté de conscience, il a cru bon de dire qu'il faut limiter la liberté de conscience parce que les adorateurs de diable, etc. Et c'est son point de vue à lui, seulement son point de vue à lui, et je l'ai rappelé moi-même, personnellement, sa prise de position au sein du 18 octobre, et on a un écrit concernant la liberté de conscience signé par tous les protagonistes du front, donc, enfin, le front du 18 octobre, y compris au niveau de la liberté de conscience, et c'est son point de vue à lui personnellement, mais ça n'a jamais été la position du parti. Le parti a voté la Constitution à sa
grande majorité. Troisième chose, le terrorisme. Le terrorisme. Non, non, Le juste terrorisme. une chose, je dois quitter, je suis vraiment désolée. Je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Le terrorisme, ce n'est pas qui n'a pas laissé passer. On s'est opposé à une seule phrase. Hein? في المجهود العالمي لمكافحة الإرهاب في ضمن المجهود العالمي احنا قلنا لا. Non. مش مجهود عالمي. تتصور أن dans la loi on met que nous devons participer à l'effort international. Ça veut dire on fait allusion justement au front international contre le terrorisme des États-Unis. On a dit non. Ça ne passera pas. Et c'est le seul point sur lequel, pour les autres points, il y a une majorité c'est-à-dire de représentants qui ont eu le souci concernant justement la défense des droits de l'homme, parce que Négatounes et certains nous faisaient pression pour faire passer la loi sur le terrorisme sans donner des garde-fous concernant les libertés. Et ça, c'est très important, je crois qu'on ne peut pas. C'est comme ça que nous avons posé la loi sur le terrorisme du temps de Brahim. Comme ça, ils l'ont préparé, ils l'ont passé comme ça, et sans discussion, même au niveau du Majlis al-Umma. Non, ça ne va pas passer comme ça. C'est tout. Merci Mohamed Louz. Alors, vraiment quelques mots, une dernière intervention pour réagir aux interpellations directes qui vous sont adressées. Concernant la question fixer la sécurité ou fixer la politique, moi je trouve que, comme j'avais dit tout à l'heure, pour moi il y a deux partis. Parti contre la révolution et parti pour la révolution. On peut se mettre au dialogue avec un parti qui représente la révolution et on doit trouver un terrain d'entente. Ça je ne sais pas encore. Dès que je saurai, je vous dirai. Si vous revenez au leader du CPR, les quatre, les dossiers ils prennent des positions de l'extrême droite. Concernant sont des fascistes. Ce que j'avais parlé tout à l'heure concernant CEPS et tout ça, c'est clair, il faut un assainissement profond pour tout ce qui est justice et une réforme totale. Pour la question de 9 avril pour Troïka, malheureusement c'est un avis personnel. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour qu'il y ait une Troïka. Nahda, c'est un parti libéral et CPR, c'est un centre-gauche. Je vous remercie. Merci à tous. Merci. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Il y a encore beaucoup d'activités qui vont concerner la Tunisie. Comme ça, Arthur, vous mettez peut-être un mot sur une information pour les partis politiques ici et tout. Comment ça s'appelle les observateurs des élections. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. On peut le nommer. Je pense que on va conclure et je vais d'abord conclure, remercier tout le monde et ensuite on pourra échanger entre nous. Merci à tous et bonne soirée. Merci. C'est-à-dire c'est une information très importante. Hier, on a téléphoné à l'ambassade, normalement le pouvoir exécutif n'a pas le droit d'intervenir dans les élections. Ceux qui organisent, ceux qui informent les gens, ceux qui passent, surtout le mérite. J'en suis sûr, c'est que les passages à vide. Et c'est Rahman, celui qui dirige les élections en Belgique. Vous connaissez M. Rahman, celui de chancelier. Voilà. C'est une information très importante parce qu'hier on a téléphoné. Quand on a téléphoné, on a trouvé une personne, et la personne nous a passé qui est responsable, c'est Rahman, celui de chancelier.